Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Yann Martial, directeur marketing France chez Whirlpool, le géant du gros électroménager qui vient d'être labellisé Long Time, label de durabilité européen et indépendant. Notre débat, il portera sur le secteur du tourisme. Comment accélérer sa transition écologique sans rater le train de la reprise économique? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, zoom sur la start-up Myco. C'est une marque de basket, de sneakers qui place la protection de la vie sauvage au cœur de son modèle économique. Vous verrez. Électroménager, tourisme, mode, 3 thèmes, 30 minutes pour les décortiquer. C'est Smart Impact. Bonjour Yann Martial, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur marketing France de Whirlpool. Il y a un mot qu'on va beaucoup utiliser pendant ces 10 minutes d'interview, qui a un peu le mot-clé, c'est le mot durabilité. À quel point ça fait partie de l'histoire de Whirlpool? Alors, la durabilité est totalement dans l'ADN du groupe. Le groupe a plus de 110 ans d'histoire et il y a déjà 60 ans, nous avons lancé le premier bureau de RSE au niveau mondial qui nous a permis en fait d'engager l'entreprise dans cette démarche de développement durable de nos productions, de nos appareils et aussi l'impact sur les communautés. Quand on dit durabilité, c'est aussi la durabilité du produit, c'est ça? Ça fait partie, parce que c'est vrai, on en parlait juste avant que l'émission démarre, les marques d'électroménagers, de gros électroménagers, sont souvent les premières montrées du doigt quand on parle d'obsolescence programmée. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors tout d'abord qu'on est une industrie très vertueuse, parce qu'en fait l'obsolescence programmée, chaque industriel et le groupe Whirlpool en tant que leader lutte contre ça, car nous équipons les foyers avec nos appareils et rien de plus pénible qu'avoir un appareil qui tombe en panne ou qui tombe en panne régulièrement. Donc notre job, si on le fait bien, c'est de fournir des appareils économes et durables. Alors vous venez de publier il y a quelques jours, le groupe a publié son rapport du développement durable 2020. On va commencer par les usines. Elles deviennent moins énergivores. Comment? Quels sont les efforts qui ont été effectués? Alors on produit 72 millions d'appareils dans le monde. Donc nos usines doivent être les plus économes possibles avec l'impact carbone le plus limité, l'impact carbone à zéro. Donc pour information, la première chose c'est que nous produisons le plus proche de nos pays destinataires. Donc par exemple pour la France, 80% de nos ventes viennent d'usines proches de chez nous. Ça veut dire quoi, proche de chez nous? Donc la Pologne, l'Italie, la République tchèque, qui sont vraiment, et l'Angleterre. D'accord, donc au niveau européen. Voilà, et en termes de production, par exemple, nous avons mis des plans drastiques sur le zéro déchet. Donc nous avons 2/3 de nos usines qui sont déjà en zéro déchet au niveau européen. Et d'ici 2022, 100% de nos usines recycleront la totalité de leurs déchets. C'est aussi des réductions d'émissions de CO2 par le transport, puisqu'on transporte des appareils volumineux. Et donc, en fait, les modes de transport que l'on utilise par des flux directs de nos usines nous permettent de réduire de 10% en 4 ans nos émissions de CO2. Avec quoi? Des choix de motorisation différents? Alors, c'est de l'optimisation du transport, puisqu'en fait, nous livrons avec nos partenaires distributeurs, nous les livrons directement de nos usines. Rien que ça nous fait faire des économies sur des flux logistiques. Et en plus, dans chaque camion, nous avons réussi à augmenter la capacité de charge du camion de 10%. Alors j'ai vu qu'il y a toujours dans des grands groupes comme les vôtres des usines qui sont un peu des usines pilotes. Est-ce que l'usine de Yate au Royaume-Uni en fait partie, parce qu'elle est à 100% d'énergie renouvelable? Alors complètement, et c'est une actualité très fraîche puisque nous venons de signer pour l'usine de Yate, ce partenariat avec de l'énergie renouvelable pour fournir notre usine. Et évidemment, cette démarche-là, c'est la première en Europe, mais il y existe déjà des usines alimentées par de l'éolien aux États-Unis. Et l'idée, évidemment, c'est que chacune de nos usines, de tous nos sites européens, puisse être dans de l'énergie verte en alimentation. En janvier dernier, Whirlpool a obtenu le label Long Time. Je le disais en titre, c'est un label européen indépendant qui a d'ailleurs été créé par une start-up toulousaine qui se Etikis. Et donc ce label, il est soutenu par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. On peut peut-être en parler. C'est quoi l'objectif de ce label? En quoi il est novateur d'une certaine façon? Alors, la première chose, c'est qu'il est indépendant, extrêmement rigoureux
est soutenu, comme vous l'avez dit, par l'ADEME Ouais. et aussi avec des certificateurs comme l'APAV. Donc vous passez 41 critères sur la robustesse, sur la réparabilité, sur la facilité d'usage des appareils qui sont extrêmement stricts. Là où il est innovant, c'est qu'il va plus loin que le législateur. Le législateur, récemment, nous avons mis en place l'indice de réparabilité. Là, on va sur un label de conçu pour durer. Et en fait, qui va accompagner le choix du consommateur pour des appareils plus faciles à réparer, plus faciles à entretenir et dont la durée de vie va s'allonger. C'est la première fois qu'il y a un label comme ça sur la durabilité des produits? Exactement, c'est la première fois et c'est pour ça que Whirlpool, de par notre taille et notre rôle, on voulait être pionniers et être les premiers à obtenir ce label dans notre secteur. On rentre un peu dans le détail, là, on ouvre le capot. C'est quoi les tests qu'il faut subir pour obtenir le label? Alors vous avez 41 tests. Oui. Donc, on va pas faire les 41, Non, mais on va pas les faire. les plus difficiles peut-être. Oui. Alors, le plus difficile, c'est l'intensité d'utilisation. On reproduit le nombre de cycles d'utilisation de nos appareils. Un exemple, le nombre de fois où vous allez ouvrir votre porte de four, le nombre de fois où vous allez faire une cuisson de vos appareils. C'est par exemple, on reproduit dans des crash tests environ 10 ans de vie d'un appareil et on regarde le comportement de l'appareil à la fin de ces crash tests. Et on est vert sur chacun des critères de performance. Ça veut dire que vous faites subir à vos appareils ce qu'une famille normale ne le ferait pas subir, c'est ça, à peu de choses près? Vous allez plus loin, quoi. On doit aller plus loin Ouais. parce qu'on ne sait pas comment nos consommateurs utilisent nos appareils. Donc en fait, on va dans la limite de l'usage de l'appareil pour s'assurer que le consommateur, quand il aura le produit chez lui, quelle que soit la façon dont il va utiliser son appareil, il aura satisfaction, il va durer suffisamment longtemps. Alors, ce label, Long Time, il est pour tous les appareils Whirlpool, pour une partie de la gamme, c'est quoi exactement? Alors on a fait un premier pas avec eux. Ouais. Donc on a labellisé en fait nos fours encastrables, nos appareils de cuisson. D'accord. Donc élément essentiel en ce moment quand on est tous en télétravail, la cuisine à usage intensif. Évidemment c'est un premier pas puisque l'idée c'est de labelliser la totalité de notre offre produit. Donc vous allez, ou vous commencez déjà à faire subir des tests à, je sais pas, vos machines à laver, c'est prévu ça? Alors nos tests, on les fait depuis des Oui, décennies. vous les faites vous-même, mais dans le cadre Long Time. Exactement. La prochaine étape, nous sommes en phase de concourir pour la labellisation de nos lave-linges, donc autre appareil essentiel dans la maison, en espérant avoir le label d'ici l'été. Alors vous l'avez dit, c'est la réparabilité aussi qui était étudiée. Est-ce que ça suppose de concevoir les produits différemment pour les rendre mieux ou plus réparables? Alors, le label valorise ceux qui conçoivent les produits réparables. Donc, dès la genèse du produit, le groupe Whirlpool cherche systématiquement à proposer la plus grande réparabilité, c'est-à-dire la capacité de séparer toutes nos pièces, d'avoir la disponibilité des pièces. Donc, on s'est engagé sur plus de 10 ans de disponibilité de nos pièces, et aussi l'accès à l'information pour pouvoir soit réparé via un distributeur, soit réparé en direct par le consommateur. À un prix abordable aussi, parce que ça, c'est un enjeu majeur de la réparabilité. Et c'était un des critères du label. Ouais. Le critère du label, c'est que le coût des pièces devait vraiment rester accessible pour le consommateur. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Pour les fours, par exemple? Il faut que le prix d'une pièce coûte moins de 20% de la valeur du produit vendu. Donc ça reste, par exemple, un des fours labellisés est proposé à 800 € sur le marché français. Ouais. Donc moins de 20%, vous êtes à moins de 150, 160 € le prix d'une pièce clé, ce qui reste accessible et qui mérite du coup de faire la démarche de réparer son appareil plutôt que d'en acquérir un nouveau. Oui, et qu'on n'entende pas le discours, ça vous coûtera plus cher de réparer, donc achetez-en un neuf. Effectivement, ça c'est un discours qu'on ne veut plus entendre avec la logique d'économie circulaire. Je voudrais, il nous reste 2 minutes, qu'on parle aussi de l'engagement sociétal de Whirlpool. Alors il y a plusieurs partenariats, et il y en a un qui dure. Lui aussi, on parlait de durabilité ensemble. Je crois qu'il dure depuis 11 ans avec l'association Habitat et Humanisme. C'est quoi cette association? Alors ça, c'est une belle histoire. Vous savez, sur le marché français, on équipe à peu près plus de 20 millions de foyers avec au moins un appareil de notre groupe. Donc on a un rôle clé aussi pour la communauté. Et donc, en fait, un des piliers d'action du groupe, c'est l'accompagnement par l'habitation et l'aide au logement. Et en fait, on fournit à Habitat Humanisme depuis plus de 11 ans des appareils électroménagers lorsqu'ils construisent des logements pour les personnes en difficulté.
Et donc ça fait plus de 2000 familles qui ont été aidées par le groupe. C'est un partenariat de longue durée, comme tous les partenariats RSE que l'on met en place et qui va continuer sur les prochaines années. Il y a d'autres associations, d'autres actions du groupe Whirlpool ou du Whirlpool France que vous souhaitez mettre en avant ? Alors oui, la crise Covid nous a fait aussi bouger des lignes. Ouais. On a développé un partenariat aussi avec la Banque alimentaire, parce qu'il y avait un réel besoin pendant la crise d'accompagner les personnes dans le besoin. Et donc, on vient de lier au niveau européen et au niveau français des actions communes avec la Banque alimentaire pour aider au financement de repas. Merci Yann Martial, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, on parle du secteur du tourisme. L'avenir du tourisme est-il forcément green ? Comment accélérer la transition écologique du secteur du tourisme ? C'est notre débat avec Karim Soleil-Avou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur général du groupe Logis, Hôtels et Restaurants. À vos côtés, Geoffrey Abécassis. Bonjour. Bonjour. Responsable du plan de relance et conseiller du président de l'ADEME. Et vous êtes là parce qu'on va parler d'un partenariat que vous avez signé, Logis et l'ADEME. Peut-être il faut le présenter pour commencer. Karim, Soleil-Avou. Écoutez, en tant que leader du secteur, on se doit de porter une ambition forte en matière de RSE et notamment en matière d'écologie. Et donc on est très fiers d'avoir été retenu par l'ADEME comme le seul groupe hôtelier français qui va accompagner l'ADEME dans le déploiement du fonds tourisme durable. Alors peut-être que Geoffrey le présentera mieux, mais pour nous, c'est un enjeu à la fois de diagnostic, donc d'établir l'ensemble des actions, et ce n'est pas forcément que de l'investissement, la formation, la pédagogie est déjà une action, et puis mettre en place des plans d'action avec des solutions concrètes, faciles à mettre en place, immédiatement activables. Alors c'est quoi ce fonds tourisme durable, Geoffrey Abécassis ? Alors le fonds tourisme durable, c'est une des briques du plan de relance qui est opéré par l'ADEME. Donc le plan de relance, c'est 2 milliards d'euros où on va travailler sur la décarbonation de l'industrie, l'économie circulaire, l'hydrogène et également le tourisme durable avec une poche de 50 millions d'euros à la fois sur les restaurants et sur les hébergements. Donc les 2 milliards, pour bien comprendre, les 2 milliards, c'est ceux dont l'ADEME a la responsabilité. Exactement. C'est ça qui va choisir de flécher. Alors, on peut se dire 50 millions d'euros sur 2 milliards, c'est pas beaucoup pour le tourisme. Tout à fait. Alors c'est peu et en même temps, c'est déjà une première étape. Oui. L'objectif, nous, de la mise en place de ce fonds, c'est vraiment d'enclencher une dynamique. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va passer à travers des partenariats. Donc ça peut être, alors c'est effectivement le seul groupe hôtelier Logis Hôtel. On va passer également par des institutions, on va dire plus publiques, comme les syndicats d'initiative ou les offices de tourisme. On va passer des partenariats avec ces acteurs-là, qui eux-mêmes, une fois ces partenariats finalisés, vont aller faire des diagnostics chez les hôteliers, chez les restaurateurs, et les diagnostics en main des hôteliers restaurateurs vont revenir à l'ADEME et bénéficier de financements concrets pour des investissements. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'identifier les bonnes pratiques pour pouvoir les partager, les généraliser, par exemple ? C'est l'un des leviers ? C'est un des leviers, effectivement. La logique, c'est vraiment de créer cette dynamique parce qu'effectivement, 50 millions, c'est une petite somme. Alors, c'est la somme que l'on a aujourd'hui. C'est pas dit que ce soit celle qu'on ait demain parce que si on montre la pertinence, si on montre l'appétence des acteurs du tourisme pour ce type d'investissement, voilà, nous, on ne désespère pas de réussir à aller gratter un petit peu d'argent supplémentaire pour pouvoir aller plus loin parce que nous, on pense, et c'est le démarrage qu'on constate aujourd'hui avec déjà une centaine de diagnostics qui ont été réalisés, l'appétence, elle est là, qu'il faut aller plus fort. Alors, on pourrait penser qu'investir dans la transition écologique en pleine crise économique, dans un secteur sinistré, c'est pas le moment. Moi, j'ai envie de dire bien au contraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Totalement d'accord. Pourquoi ? Bien au contraire, parce que c'est le moment de faire des rénovations et beaucoup des propriétaires que je représente, des 2000 propriétaires en France que je représente, en ont profité pour faire des travaux. Et puis, quand on veut se différencier, quand on veut apporter du sens au séjour, quand on veut apporter du sens à l'emploi, attirer des talents, on sait qu'on est dans un secteur en tension, eh bien, être un établissement qui a des actions concrètes en faveur de la transition écologique, mais pas seulement, c'est forcément se différencier. Et donc, c'est le bon moment pour reprendre des parts de marché. Mais est-ce que vous, en préambule, je disais, l'avenir du secteur sera-t-il forcément green ? Est-ce que vous allez jusque-là ? Oui, il le sera. Il l'est déjà. Les circuits courts, les acteurs locaux, le développement du territoire. On pourrait parler du slow tourisme aujourd'hui. Oui, mais enfin, il y a aussi les bateaux géants qui rentraient dans Venise. Il y a aussi tout ça. C'est aussi ça le tourisme.
Aussi, mais c'est pas celui que nous on représente. C'est pas celui et c'est pas celui forcément. Non, mais il ne faut pas avoir une vision idyllique du secteur du tourisme. Il est en train de se prendre en main. Il est conscient que la transition elle est urgente. Mais bon, voilà, il y a aussi, il y en a qui sont un peu plus durs d'oreille. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc mais je les connais moins bien. Oui, vous parlez de votre affaire. On est bien d'accord. Donc quand vous arrivez avec ces 50 millions d'euros, il y a plusieurs leviers, plusieurs volets. Il y a l'opération 1000 restaurants. C'est quoi et qui est concerné ? Alors, ce sont essentiellement des établissements qui sont en zone rurale, donc dans des petites communes, donc des établissements qui sont indépendants. Et c'est toute la force d'un groupe comme le nôtre, d'abord de les accompagner, ensuite de briser une idée reçue qui est que écologie égale investissement égale coût. Et troisièmement, c'est leur apporter des solutions concrètes. Donc on va véritablement accompagner des restaurateurs qui n'imaginaient pas que pour leur livraison, on allait pouvoir les accompagner et les subventionner pour avoir un Kangoo électrique. Qui n'imaginaient pas que le coût énergétique pour un hôtel 3 étoiles, c'est entre 4 et 5% de son chiffre d'affaires. Donc quand on dit ça à un hôtelier, il dit « Ok, comment vous pouvez m'accompagner ?» Eh bien, changer votre vieille chaudière, c'est jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Calorifugés, les circuits d'eau chaude sanitaire, c'est jusqu'à 15% d'eau chaude sanitaire. Et il y a plein d'actions qu'on peut mettre en œuvre. La première étant, ou les deux premières, 1, la formation, 2, l'information, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites qu'on ne valorise pas suffisamment. Alors plutôt que de leur donner des bonnes pratiques, on les accompagne dans leur projet entrepreneurial et on leur dit surtout valoriser les actions que vous mettez déjà en place. Geoffrey Abécassis, que doivent faire, il y a peut-être des restaurateurs qui nous écoutent là en ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent éventuellement rentrer dans ce programme, bénéficier de cette aide ? Alors, il y a des critères, il y a des projets à présenter. Alors effectivement, il y a quelques critères, comme le rappelait Karim, effectivement. La logique, c'est d'abord d'aller dans les territoires ruraux. Donc ça, c'est la priorité du Fonds Tourisme Durable. Donc nous avons recruté, comme je le disais, des partenaires. Ces partenaires sont présents sur l'ensemble du territoire métropolitain et également en Outre-mer. Donc les restaurateurs vont sur la plateforme de l'ADEME, regardent un petit peu qui sont les partenaires qui ont été sélectionnés dans leur région, se rapprochent d'eux et disent bah voilà, moi j'ai déjà une idée à peu près de où sont mes enjeux ou pas du tout. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc il y a un diagnostic qui est fait par les partenaires à ce moment-là avec les restaurateurs et les hôteliers. Et fort de ces diagnostics, ils reviennent à l'ADEME et bénéficient d'investissements, comme je dis, enfin de financement pour des investissements, pour des études. Pour la mise en place de formation également, pour leurs cuisiniers par exemple, sur comment est-ce que je peux mettre en place une cuisine qui soit plus responsable. Donc voilà, on a vraiment un panel assez large finalement. On va toucher l'énergie, on va toucher l'économie circulaire, on va toucher la gestion des déchets, on va gérer la mobilité. Voilà, on va toucher tous ces pans de la transition écologique chez les restaurateurs et les hôteliers. Alors oui, effectivement, on a dit 1000 restaurants, on parlait un peu plus des restaurateurs. Pour les hébergements touristiques, ça concerne uniquement les hôteliers ou alors les campings aussi ? Qui est concerné dans ce cadre-là ? C'est assez large, c'est vraiment hébergement. Donc on a effectivement les campings, on a également le tourisme social avec les colonies de vacances. Enfin voilà, c'est assez large parce que tous ont souffert, tous ont été touchés par la crise. Donc voilà, on n'a pas voulu se cantonner à une seule typologie d'hébergement. Donc, le seul critère, comme je le rappelais, c'est à ce stade, c'est d'être situé dans une zone rurale, parce que c'était l'enjeu prioritaire du gouvernement dans la mise en place de ce fonds. Sinon, toutes les typologies d'acteurs seront concernés. Il y a un enjeu social. Vous l'avez un peu évoqué, Karim Soleil-Avou, mais rapidement, le secteur, il se prépare à rouvrir les terrasses. Chouette, on est tous hyper heureux de pouvoir y aller. Mais ça ne va peut-être pas être si facile de faire revenir les salariés. Alors tout va dépendre du management pendant la crise. Quand on a des managers, des chefs d'entreprise qui sont restés au contact de leurs équipes, qui les ont fait venir souvent par roulement, qui les ont formés, qui les ont accompagnés, eux peuvent compter sur des équipes à la fois motivées et prêtes à les accompagner dans la relance. Quand on les a simplement mis en activité partielle et qu'il y a eu très peu, voire plus du tout de contact avec ses collaborateurs, il va y avoir là effectivement un enjeu et probablement des mauvaises surprises avec des collaborateurs qui se sont recyclés dans d'autres activités. Justement, est-ce que vous avez pu l'évaluer ça ? C'est sans doute pas facile, mais la proportion de salariés, notamment de la restauration, qui sont passés à autre chose. Alors c'est très difficile à évaluer parce qu'on ne le sait pas encore. Les établissements n'ont pas encore réouvert, donc on n'a pas forcément, les propriétaires n'ont pas forcément repris contact avec leurs équipes, en tous les cas tous. Donc c'est très difficile à évaluer, mais on sait
que ça va exister. Et là, encore une fois, les enjeux écologiques, RSE, responsabilité sociale et environnementale, seront majeurs pour la relance et puis pour la croissance, parce qu'on sait qu'on va avoir sur 2021, 2022, 2023 de très belles années. Dernier thème, le slow tourisme. Vous avez employé cette expression tout à l'heure, on en parle souvent dans Smart Impact. Vous nous rappelez de quoi il s'agit ? Donc le slow tourisme, c'est une approche, on va dire, expérientielle, locale du tourisme. C'est un peu la logique de l'agritourismo en Toscane, quelque part. Voilà, je vais dans un endroit, je vais y dormir, je vais y manger, je vais aller rencontrer des producteurs locaux, je vais aller faire une dégustation dans une cave à vin qui est locale également. Voilà. C'est vraiment une approche locale, simple et voilà, dans un rayon assez limité en termes de kilomètres. Et c'est une des actions du Fonds Tourisme Durable. Donc comme on le disait, il y a le volet restaurant, le volet hébergement, et on a une petite poche. Alors effectivement, ça n'est que 2 millions d'euros à ce stade sur le volet slow tourisme, mais c'était important pour nous de comprendre quelles sont les dynamiques locales aussi qui peuvent se mettre en place sur cette approche de slow tourisme. Avec des aides pour des activités déjà existantes, ou alors quelqu'un qui se dit je veux créer une activité de slow tourisme pourrait bénéficier des aides de l'ADEME dans ce cadre-là. On a les deux. C'est vraiment à la fois capitaliser sur l'existant, quelqu'un qui a commencé à mettre en place, aller plus loin. Et puis un acteur, par exemple, on a peut-être des parcs nationaux qui se disent moi je peux avoir une approche de slow tourisme, je peux fédérer sur mon territoire. Et donc ces acteurs-là, on va les accompagner sur voilà, je veux monter une nouvelle structure pour mettre en place du tourisme durable et du slow tourisme sur ma région. Ça existe déjà au sein de votre groupe, le slow tourisme ? Bien sûr, je vous donne un très bel exemple. Ce sont tous les chefs qui, sur la carte, mentionnent la provenance des légumes, du miel, du fromage, du vin, et invitent leurs clients à aller à la rencontre des producteurs locaux. C'est déjà le début du slow tourisme. Puis une traduction très concrète, la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'été 2021, c'est la première destination qui est réservée aujourd'hui, qui est en tête. Et donc on voit bien que dans Rhône-Alpes, il y a un peu de montagne l'été, mais il y a aussi Auvergne. Il y a plein de départements qui sont incroyables à visiter et sur lesquels, effectivement, la visite d'un apiculteur, la visite d'un maraîcher, la visite d'un fromager, eh bien c'est ce que recherchent aujourd'hui les clients en se baladant en vélo électrique ou mécanique. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à ce débat. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas, on chausse nos baskets responsables. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La start-up du jour, c'est Myco. Bonjour Guillaume Mesli-Darlos, bienvenue. Bonjour, vous êtes le pour l'invitation. Cofondateur de cette marque de sneakers. Avant de les présenter, vous êtes venu avec une paire. Votre histoire, elle commence par un ras-le-bol et un long voyage, c'est ça ? Oui, effectivement, je vivais à Paris, j'avais un boulot, un bon salaire, mais je ne trouvais pas forcément de sens à ce que je faisais, notamment par rapport à ma passion de tout petit qui était la protection de la vie sauvage. Et j'ai décidé de partir avec ma compagne pendant 8 mois et on a profité pour faire du volontariat dans 2 espaces qui étaient chers à mes yeux, qui étaient Sumatra, une île en Indonésie, et l'Amazonie, pour découvrir comment travaillent les ONG. Et je suis revenu effectivement avec un projet à impact en tête pour essayer d'apporter mon humble contribution, on va dire, à ces sujets. Ouais, vous vous êtes dit, il faut que moi aussi j'apporte ma pierre. Donc vous avez créé Myco avec un modèle économique particulier quand même, il faut l'expliquer. Oui, effectivement. Alors on se qualifie d'entreprise à impact, même s'il n'y a pas forcément de définition précise aujourd'hui pour ça. Pourquoi une entreprise à impact ? Parce qu'on s'est construit avec un modèle économique autour d'une mission environnementale qui est du coup la protection de la vie sauvage. Et effectivement, ce modèle économique, il impacte toutes nos décisions et tous nos indicateurs de performance, tout notre suivi, il est axé là-dessus. Ça veut dire que chaque collection est associée ou sera associée à un projet, à une ONG spécifique ? Oui, effectivement, on associe chaque collection à une ONG qui agit là où les écosystèmes sont les plus menacés. Donc, on privilégie des petites ONG locales, des ONG de terrain, comme on dit, et on investit des ressources financières et humaines aux côtés de ces ONG pour mettre en place des projets à impact, justement, là où il y a urgence, quoi. Alors, justement, cette paire de sneakers, elle va servir à quelle ONG ? Alors, cette collection, elle s'appelle la Coco Pongo. Pongo, c'est le nom scientifique de l'orang-outan. Ouais. Du coup, on a fait le lien avec une ONG à Sumatra. Sumatra, qui est une île pas hyper connue aujourd'hui en Europe et qui pourtant abrite une faune incroyable. C'est le seul endroit sur Terre où on peut avoir des orang-outans, des éléphants,
des tigres, des rhinocéros, et malheureusement, ils sont tous menacés. Ces 4 espèces sont menacées. Ouais, elles sont dans le top 20 de l'IUCN, qui est le listing des espèces en voie d'extinction. Et du coup, c'était un symbole fort pour nous, et on a choisi de travailler avec une petite ONG qui s'appelle le Sumatra Rainforest Institute. Et à leur côté, on met en place un projet d'éducation et de sensibilisation des enfants dans des villages qui vivent au contact direct justement de cette faune et de cette forêt, en espérant créer un maximum de fervents défenseurs de la biodiversité locale. Alors bon, vous faites quand même du business, l'objectif c'est de vendre ces sneakers, évidemment. Ça marche comment? C'est-à-dire qu'il y a une part de votre chiffre d'affaires qui est dédiée à cette action? Oui, alors il y a 2 volets. Déjà, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires. On reverse 1% seulement, ce qui est déjà pas mal, mais qui n'est pas suffisant à nos yeux, en raison de notre modèle économique, du fait de produire plus localement avec des matières plus propres, de vendre à un prix accessible. Pour la mode éthique, c'est souvent un peu un frein, donc on essaie de vendre à un prix compétitif. Elles valent 129 euros. Ouais. 129 donc on est aligné, on va dire, sur les autres marques qui font ce type de produit et ce type de projet. Malgré tout, on voulait faire plus. Du coup, on a un second volet qui est plus un volet événementiel, où on s'implique humainement auprès de ces ONG en mettant à disposition nos compétences et celles de notre communauté. Donc là, c'est du mécénat de compétences en quelque sorte. Exactement. Depuis le début de l'année, on fait du mécénat de compétences parce qu'on ne peut pas faire des choses beaucoup plus physique, on va dire, avec notre communauté. On attend que le Covid nous laisse un peu tranquille. Et effectivement, on demande à notre communauté de donner de son temps et de ses compétences pour ce projet à impact sur le terrain, ce projet d'éducation des enfants. Et pour l'instant, ça marche plutôt très bien, donc on est hyper content. Ouais, je suis allé faire un tour, évidemment, sur votre site. Et vous décortiquez, il y a une volonté de transparence, ça répond bien à la demande des consommateurs. Vous décortiquez le prix des baskets, en fait. Et dans les 129 euros, on voit un peu tout effectivement, la logique de l'engagement, les matériaux, comment ils sont sourcés, où est-ce que vous les fabriquez. Vous pouvez nous décortiquer ça, nous aussi? Oui, alors sur le prix, c'était important pour nous d'éduquer le consommateur sur pourquoi une chaussure comme ça, elle coûte 129 euros, quand une paire de je ne vais pas citer de marque, mais de baskets plus classiques, elle va coûter 80 euros. Parce que déjà, les coûts de production, quand on fabrique au Portugal, qu'on fait attention aux matières, qu'on prend que des matières européennes, qu'on fabrique dans un petit atelier familial, c'est cher. Il faut compter entre 40 et 50 euros par chaussure, ce qui est 3-4 fois plus élevé qu'en Asie. Mais au moins, on sait avec qui on travaille, et ça, c'était hyper important pour nous. Donc oui, on a voulu être transparent là-dessus. Et sur la partie matière, on réfléchit beaucoup à l'éco-conception. C'est pas notre argument commercial numéro 1, parce que à nos yeux, ça devrait être la norme. Donc on n'en fait pas vraiment un argument commercial, mais on fait quand même hyper attention aux matières qu'on emploie, au design, essayer de faire un design intemporel dont on ne va pas se lasser au bout de 2 mois. Évidemment, du coup, aussi de production. Et il y a un point où on doit encore s'améliorer, c'est la gestion de la fin de vie. La gestion de la fin de vie du produit. Oui, merci beaucoup. Merci Guillaume Mesli d'Arlos. Bon vent à Nico. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver évidemment sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.